semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons à quelques kilomètres de Mirecourt et Charmes découvrir le village de Bouxurul et ses 180 habitants. Rencontre avec Valérie Testu, vannière, qui nous ouvre les portes de son atelier. En fin d'émission, nous rejoindrons Bertrand Delecroix dans sa cuisine au bout du monde. Mais tout de suite, c'est avec vous, Jean Vaubourg, que nous débutons cette émission. Vous êtes maire depuis 2008. Vous avez toujours envie, vous êtes toujours passionné par votre commune? Oui, je suis tombé en amour pour Bouxurul quand je suis arrivé il y a 30 ans. Et puis, après un parcours associatif, naturellement, le conseil municipal, puis la mairie, lorsque mon prédécesseur ne s'est pas représenté, quoi. Mais c'était quelque chose de très naturel, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, malgré voilà, tout ce qui se passe autour de nous, on peut dire que ça va chez vous à Bouxurul? Alors, ça va, oui. On a eu un gros épisode de malades début mars. Et là, je pense que la plupart des gens ont été touchés. La maladie est repassée une deuxième fois, mais non, là, ça va. A priori, il n'y a plus de malades, tout va bien. Alors, vous aviez mis en place des services, notamment pendant cette période de confinement, pour venir en aide. Après, ça se fait aussi peut-être naturellement dans un Voilà, village. complètement. Moi, en tant que maire, on a fait un petit peu recenser avec les adjoints les besoins, mais naturellement, les gens s'étaient déjà organisés pour beaucoup. Il y a une communauté villageoise forte. À Bouxurul, les gens se connaissent. Il y a vraiment beaucoup de liens sociaux. À côté de cela, on continue à avancer, bien évidemment, avec des projets. Un projet d'envergure. Nous sommes dans ce projet, à l'entrée du projet. Expliquez-nous un petit peu l'objectif. Ben voilà, l'idée, on est là, dans un atelier de charron. Donc un atelier de charron, j'explique parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Un atelier de charron, c'est un endroit où on fait les roues en bois. Donc avant l'arrivée des pneumatiques, toutes les roues des véhicules étaient faites en bois. Et il y avait à Bouxurul un atelier de charron. Cet atelier de charron, le bâtiment est à vendre. Et donc on s'est dit à la commune, ce serait quand même dommage de voir partir un patrimoine comme ça. L'atelier est complet. C'est-à-dire, il était électrifié dans les années 20. Le moteur électrique est toujours là. Et il y a une dizaine de machines qui fonctionnent avec le même moteur. Et tous les outils pour fabriquer des roues et des tonneaux, et toujours dans cet atelier, il ne manque à mon sens aucune pièce. Une histoire très riche que vous souhaitez conserver, avec l'objectif aussi, vous avez donc déjà la vannerie qui est très présente à Bouxurul, d'avoir finalement un endroit où l'art est très présent. Voilà, où l'artisanat d'art. L'artisanat d'art est très présent. L'idée serait d'installer un atelier pour la pratique des métiers d'art. Il faut savoir que la communauté de communes de Mirecourt-d'Ampère à laquelle nous appartenons est une communauté de communes métiers d'art. Donc on est labellisé en tant que tel. On a la vannerie qui se pratique de manière vraiment très récurrente à Bouxurul, de nombreux stages avec des gens qui viennent de toute l'Europe de l'Ouest, qui viennent pratiquer à Bouxurul la vannerie. C'est quelque chose d'étrange, mais c'est comme ça. Et donc on s'est dit, mais oui, il faut absolument qu'on développe, ça donnera une visibilité au village. Et donc ça passera par des stages, des découvertes, des visites, des petites choses comme ça. Voilà, et pas seulement la vannerie. Il y aura Bien aussi, sûr. on aimerait développer dans l'espace peut-être le travail du cuir, peut-être la coutellerie, peut-être la forge, je ne sais pas. Les choses vont venir, à mon sens, naturellement. Il faudra attendre quelques années quand même pour voir le bout du projet en tout cas. Dans des communes comme les nôtres, quand on a un projet important, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on a un projet important par mandature. Et puis les choses se font. On avait au premier mandat monté les rencontres autour du sol. C'est 130 stagiaires qui viennent le week-end de l'Ascension pratiquer la vannerie. Le deuxième mandat, on a créé un marché de produits locaux qui fonctionne les deuxième et quatrième samedis de chaque mois. Et là, le troisième projet, ce sera cet atelier qui, on l'espère, va encore vivre longtemps et puis qu'on va pouvoir faire découvrir aux jeunes générations comment travailler les gens il y a seulement 50 ans. Eh ben merci Jean Vaubourg. On va justement aller découvrir notre deuxième invité qui est vannière, Valérie Testu. Vannière depuis près de 20 ans, Valérie Testu est installée à Bouxurul depuis 2003. Elle tisse des objets usuels et décoratifs en osier. Elle recherche l'alliance de nouvelles formes et techniques aboutissant à des pièces uniques et plus contemporaines. Valérie Testu, merci de nous accueillir ici, aux portes de votre atelier de vannerie. Alors, ça fait près de 20 ans, je le disais, que vous pratiquez la vannerie. Comment tout a débuté ? Ça a débuté, en fait, j'ai travaillé sur la ferme de mon père qui avait des vaches laitières, donc pas du tout dans la région. Moi, je suis originaire de Picardie, de la Somme. Et donc, quand il est parti en retraite, je ne me voyais pas du tout reprendre l'affaire familiale. Donc, j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire. Et ce que j'aime, moi, dans la vannerie, c'est le lien direct entre la main et la matière, en fait. Parce que dans beaucoup d'artisanat, il y a un objet, il y a souvent un outil entre la main
et la matière. Et moi j'aime ça, le fait qu'on soit en lien direct avec, même s'il y a quelques outils pour préparer ou pour finir les objets, la main sculpte en fait la matière et c'est assez agréable en fait. Alors, vous êtes perfectionné en passant par l'École nationale d'osériculture et de vannerie, une école unique en France? Unique en France, alors il y en a 2 en Europe, il y en a une en France et une en Allemagne, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où se former, sinon après il faut aller chez des professionnels en fait pour ou se débrouiller tout seul dans son coin avec des livres et parfois des rencontres de vanniers pour apprendre quoi. Vous travaillez, vous, principalement l'osier, mais il est possible d'utiliser d'autres matériaux, le rotin, le bambou. Pourquoi vous avez fait le choix de l'osier? Parce que c'est une matière qui est plus facile à trouver, entre guillemets, parce qu'il y a des producteurs, notamment en France. Il y en a ailleurs, mais il y en a aussi en France. Donc c'est plus facile d'utiliser une matière donc qui est déjà pas tout à fait prête à l'emploi, parce que je reçois des bottes qui sont triées par taille et par variété. Et ensuite, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à les mettre trempées. Voilà, avant l'utilisation, il y a juste une étape de trempage. Ouais, alors à quoi elle sert cette étape de trempage? Pour pouvoir travailler la matière, en fait, tout simplement. Ça l'assouplit ou... C'est ça, ouais. ça l'assouplit. Alors on voit aussi des fois des paniers colorés. Alors vous avez choisi de rester naturel. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce choix. Le fait de teinter, ça demande beaucoup de choses à mettre en œuvre. Il faut trouver la teinture, avec quoi on teinte. Et le problème sur l'osier, c'était la fixation en fait, de la couleur. Moi, ça ne m'intéressait pas parce qu'il y a déjà pas mal d'osiers de couleurs différentes. Donc quand on garde l'écorce, on a ce qu'on appelle de l'osier brut. Et suivant les variétés, les couleurs de l'écorce sont assez différentes. Donc vous allez voir sur les paniers que j'ai, il y a pas mal de possibilités déjà avec simplement des couleurs naturelles. Donc après, voilà, on a choisi ces brins d'osier. On passe à l'étape de tressage. Et là, alors, est-ce que j'imagine qu'il y a une technique, c'est très minutieux, il faut un travail de patience. C'est minutieux, ça peut paraître long ou court suivant les personnes. Pour un panier, on va dire à provision, en moyenne, c'est entre 3 et 4 heures de tressage. Et aussi, suivant les techniques que je vais utiliser, je ne vais pas utiliser tout à fait les mêmes variétés en fait, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes qualités. Il y en a qui sont plus molles, plus dures. Donc suivant les objets que je fais, je vais utiliser différentes variétés ou les techniques que j'utilise. Et justement, qu'est-ce que vous proposez comme objet alors? Alors, des paniers tout à fait traditionnels dans la forme, comme les formats rectangles, ronds, comme vous allez pouvoir voir ici, ou des formats traditionnels et aussi décoratifs, comme on peut voir particulièrement sur celui-ci, où j'ai développé ces dernières années le tressage d'entrelacs. Donc c'est cette technique-là. Donc là, c'est un tressage. Alors on a l'impression que c'est plus technique, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors c'est technique, ça paraît aléatoire, on se dit on peut aller dans tous les sens et ça va marcher, mais en fait non. Enfin moi, de la manière dont je le fais, c'est très technique, il y a une manière de le faire, mais il y a aussi de la liberté. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette technique-là. C'est un peu une alliance des deux. Vous partagez votre savoir-faire tout au long de l'année en accueillant des stagiaires. C'est vraiment une envie, une volonté de votre part de partager ce savoir-faire? Alors, pour les stagiaires que je reçois qui sont en formation professionnelle, oui, il y a aussi l'idée de participer à la formation des futurs vanniers. À l'école de vannerie, on apprend les techniques classique de vannerie française, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. Aussi, il y a tout le côté aujourd'hui osier brut, donc l'osier avec l'écorce qui se développe. À l'école, on apprend que l'osier blanc, donc il y a toute la contrainte de comment tremper, qu'est-ce que je choisis comme taille. Quand on sort de l'école, on est un peu démuni par rapport à tout ça, quoi, en fait. Quand on est livré à soi-même. Quelles sont les qualités pour être un bon vannier? L'essentiel, c'est le regard, de savoir voir dans les objets pour voir si est-ce que c'est droit, est-ce que sur les différents plans, sur la latéralité aussi, sur la profondeur et la longueur, on va dire. Alors un petit mot peut-être sur les rencontres autour du Saule, ça devait être la 10e édition déjà cette année, donc qui malheureusement a été annulée pour les contraintes qu'on connaît. Rappelez-nous un peu le principe de cette manifestation. On a démarré au départ avec un projet de dire ce serait bien qu'on fasse quelque chose autour de la vannerie, parce qu'au départ on était 2 ici à travailler l'osier dans le village, et l'idée c'était de créer un événement. Donc on s'est dit un marché ici à Boucs-sur-Hull, 150 habitants, bon moi je suis pas sûre si je fais venir des collègues d'un peu tout partout en France d'arriver à faire un événement qui leur assure un revenu en fait. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire les stages et le marché. Et c'est une formule qui n'existait pas à l'époque, il y a 10 ans, pas trop en tout cas en France, et qui se développe un peu partout ailleurs. Et c'est une formule qui plaît assez bien, parce qu'il y a le côté d'avoir des vanniers, on va dire, professionnels, qui ont des savoir-faire particuliers, qui viennent les transmettre, donc français ou européens, voire à l'international aussi. Et donc pour ça, rendez-vous quand? Rendez-vous le week-end de l'Ascension, on espère en 2021, du 13 au 16 mai. Merci Valérie Testu de nous avoir accueillis ici dans votre atelier. On part à la rencontre de notre 3e et dernier invité dans son restaurant au bout du monde.
Passionné, Bertrand a décidé d'ouvrir son restaurant au bout du monde il y a quelques années pour partager et faire voyager sa clientèle, un lieu convivial qui accueille également des concerts et des spectacles. Bertrand Delecroix, merci de nous accueillir ici dans votre restaurant au bout du monde, un restaurant qui est né d'une passion, expliquez-nous. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner. Depuis ado, je vais dire, et je fais partie de cette génération qui réussit bien à l'école. Comme l'enseignement professionnel est plutôt dévalorisé, on dit non, tu continues en général. Et maintenant, j'ai une activité de chercheur. Donc c'est parfait, ça m'assure un revenu très régulier. Mais il y avait toujours cette envie de travailler la cuisine en fond. Et puis un jour, 40 ans, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Alors vous l'avez appelé au bout du monde, au Books du monde. La prononciation, c'est au choix de chacun. Pour quelle raison alors? On a fait une soirée brainstorming dans les Hauts-de-Vosges avec des amis. C'était en novembre, donc peut-être 2 ans avant que le restaurant ouvre. Comme l'idée principale, c'était de faire découvrir les cuisines du monde, il y avait l'histoire de monde qui était dedans. Et tant qu'à faire, on est à Boucs-sur-Ule. Il y avait déjà Boucs-Fleur, je crois, qui s'était installé. Il y avait Solabooks qui était devenu l'activité de vannerie, le festival de vannerie qui a lieu chaque année. Donc on s'est dit, on va essayer de jouer sur Boucs, bout du monde. Voilà, c'est venu comme ça. Alors c'est une envie, on sent vraiment l'envie de voyager, de faire voyager gustativement vos convives. C'est vraiment ça l'objectif. La structure va être traditionnelle, locale. Donc je vais travailler du bœuf, je vais travailler du porc, je vais travailler du poulet, comme on peut en trouver partout, mais pas mal dans les Vosges. Et à partir de là, c'est décliné sur l'Asie, donc ça va être le Japon, l'Inde. En ce moment, je suis pas mal sur les saveurs d'Inde, Proche-Orient, le Liban, la Syrie, ce genre de choses. Et donc, c'est essayer de mélanger cette structure traditionnelle et en s'amusant, en déclinant sur les pays du monde entier. Voilà, avec des épices, des petites choses comme ça, très particulières à certains pays. On va jouer sur le sucré salé, sur des épices qu'on n'arrive pas forcément à trouver, que j'ai découvert au fur et à mesure de mon activité. Ça fait 4 ans maintenant. Et vous êtes donc complètement autodidacte alors, c'est bien ça? Je suis autodidacte, alors sachant que j'ai quand même, pour financer mes études, j'ai travaillé longtemps dans la restauration. Donc, essentiellement en salle et un peu en cuisine. Donc j'avais déjà l'idée en tête de la façon dont c'était organisé. On a parlé du restaurant, mais c'est un double concept finalement, parce que vous accueillez aussi ici dans ce restaurant des conférences, des spectacles. L'idée, c'était vraiment d'avoir une double entrée. À Boucs-sur-Ule, il y a déjà une grande activité scientifique, on va dire. Parce qu'il y a Olivier Collet, qui est maître de conférence à Nancy, qui organise chaque année la fête de la science à Boucs-sur-Ule. Donc il y avait une tradition culturelle. Le foyer rural est aussi hyper actif, puisqu'il y avait déjà cette dynamique-là qui est engagée à Boucs-sur-Ule, que moi je suis un passionné de musique, de rock, de jazz, de chansons françaises. L'idée c'était aussi de faire venir, de créer ce restaurant pour faire venir des concerts chez moi. Et ça, c'est vachement agréable aussi. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir des propositions très différentes, donc des conférences sur le domaine des risques au travail, du spectacle jeune public, du spectacle tout public et du concert. Voilà, on correspond vraiment à tout le monde finalement. On essaye de réunir tout le monde. Actuellement, la situation est un peu compliquée. Comment vous vivez, vous, cette situation? J'ai fait le choix, pendant le confinement, de pas faire de vente à emporter ou de livraison. Parce que, ce que j'aime, c'est recevoir chez moi. Donc si j'installe un stand et que les gens passent juste, c'est pas ce que je cherche. Et puis en plus dans le village, j'ai un copain, Stéphane Guerre, qui s'est lancé dans une activité de traiteur Books & Cook et qui lui a pu relancer son activité et dynamiser son activité grâce à la vente à emporter. J'allais pas me poser en concurrent, même si on ne fait pas du tout les mêmes produits. Donc maintenant, on a juste hâte d'avoir la date de réouverture? J'ai une vraie envie, oui. Là, je m'en dis. Alors, j'en profite pour faire des essais. D'ailleurs, on va jeter un œil tout à l'heure. En ce moment, je suis sur ce qui se passe plutôt en Palestine ou à Jérusalem. Donc des keftas que je vais aménager avec des épices qui me sont propres. Donc que je vais chercher un peu partout, mais essayer d'autres saveurs. Et ben maintenant, on passe à table. J'espère bien. Merci Bertrand pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Non, je ne croque pas dans la carotte.